19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au sommaire ce soir. En visite au Maroc, la première dame des États-Unis salue les réformes conduites par Sa Majesté le Roi visant l'autonomisation des femmes et des jeunes. Madame Jill Biden était cet après-midi à Marrakech où elle a visité l'historique Médersa Ben Youssef et l'association Al-Nakhil. Nous mettrons le cap sur Saïdia. La station balnéaire de l'Oriental s'apprête à accueillir les estivants. La destination mise cette année sur un nouveau segment de son offre touristique, la gastronomie. De quoi charmer ses visiteurs les plus gourmets. Nous irons sur les pas d'une course solidaire internationale à Rabat. 1200 coureurs ont arboré ce dimanche les artères de la capitale. La 5e course de la paix, un tracé long de 9,5 km où des coureurs de toutes les nationalités découvrent ou redécouvrent la ville et ses sites historiques. Bonsoir. Avant de développer ces titres, retour sur l'activité royale de la semaine. Mardi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé dans la ville de Tamsna à l'inauguration de la Cité des métiers et des compétences de la région de Rabat Salé Kenitra. Un établissement de formation professionnelle de nouvelle génération au service de l'excellence et de l'innovation. La Cité des compétences et des métiers abrite 6 pôles sectoriels dédiés à l'acquisition des compétences métiers avec 6 plateformes d'application intégrées pour une formation immersive axée sur le learning by doing. Fruit d'un partenariat entre l'OFPPT, le Fonds Hassan II pour le développement économique et social et le Conseil régional de Rabat Salé Kenitra. Ce projet a nécessité un investissement estimé à 380 millions de dirhams. Il fait partie d'un programme global qui prévoit la réalisation de 12 cités des métiers et des compétences au niveau des différentes régions du royaume pour un investissement prévisionnel global de 4,4 milliards de dirhams. Et comme tous les dimanches, Mostafa Sahimi, professeur de droit et politologue, est avec nous pour le décryptage. Commençons justement par cette inauguration royale à Tamsna de la Cité des métiers et des compétences de Rabat Salé Kenitra. Quelle portée stratégique de la création des CMC sur le moyen et le long terme? D'abord, le site de la région Rabat Salé Kenitra, c'est où? C'est pas à Rabat. C'est à Tamsna, c'est intéressant. Donc un développement territorial qui mérite d'être relevé. 2, c'est le 4e projet qui voit le jour. C'est un programme qui a été lancé par le souverain voici 2 ans et qui s'est déjà concrétisé, vous le savez, donc dans la région Souss Massa, dans l'Oriental et dans l'Ayoun, dans les provinces sahariennes. C'est intéressant, donc c'est quelque chose qui est une innovation par rapport à la politique traditionnelle de formation. Pour ce qui est de cette cité Tamsna, j'ai pu consulter le dossier remis donc, à la presse. C'est intéressant, il y a 8 secteurs. Ce n'est pas une formation unique. C'est une formation très spécialisée qui est déclinée sur un certain nombre de paramètres. Il y a 8 secteurs donc, qui ont été retenus. Savez-vous qu'il y a 105 filières 105 filières dans cette cité, 80 qui sont des nouvelles et 25 donc, qui ont été restructurées. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces filières? Il y a des secteurs tout à fait intéressants, à la pointe, qui ne peuvent qu'intéresser les jeunes. Le digital, l'intelligence artificielle, la santé, l'agriculture, le tourisme, l'hôtellerie, l'industrie, la gestion de commerce, etc. Je veux dire par là que c'est quelque chose de fondamental parce que il y a 2 modules. Il y a un module cycle normal, si je puis dire, et puis il y a un module qui est cycle court. Cycle normal donne donc sur 6 mois, 8 mois, 12 mois, etc. une formation très spécialisée.
il faut relever que cette cité donne une formation dans des conditions de travail réelles. Si c'est l'hôtellerie, c'est comme dans un hôtel que ça se passe. Ce n'est pas des cours donnés par un professionnel de passage ou personnel encadrant. C'est l'agro-industrie aussi. Donc il y a un certain nombre de secteurs de pratiques. Et ce sont des jeunes qui, à partir de cela, vont déboucher sur le marché de l'emploi avec cet acquis-là. C'est-à-dire que pratiquement n'auront plus besoin de stage puisqu'ils auront eu ce cursus préalable et ça c'est quelque chose d'important. Alors le Maroc est également à l'avant-garde lorsqu'il s'agit de lutte antiterroriste à la faveur d'une approche sécuritaire proactive, efficace et efficiente. Rien que cette semaine, 2 nouveaux coups de filet ont été effectués avec le démantèlement lundi à Tanger d'une cellule terroriste affiliée à Daesh et l'arrestation vendredi toujours à Tanger d'un extrémiste affilié à la même organisation. Qu'est-ce qui fait selon vous cette forte immunité du modèle marocain de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent? D'abord ceci, la veille de l'appareil sécuritaire. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait des mesures de neutralisation, donc d'éléments liés à la mouvance djihadiste, Daesh en particulier. C'est extrêmement... Donc c'est une veille, une vigilance totale. C'est une vigilance qui bénéficie aussi, on ne le dit pas suffisamment, d'une veille citoyenne. Le meilleur allié, outre les performances de l'appareil sécuritaire qui sont connues et saluées à l'international avec sa professionnalisation, son expertise, etc., il y a derrière toujours un environnement citoyen qui est là, qui est en alerte et qui donc signale ce qui ne relève pas de la vie normale des étrangers, des réunions, un certain nombre d'actes, etc. Alors, sur le plan global, c'est une politique sécuritaire qui a mis pratiquement 2 décennies pour arriver au résultat d'aujourd'hui, c'est-à-dire après les attentats du 16 mai 2003 à Casablanca. C'est à partir de là qu'il y a eu restructuration de l'appareil sécuritaire, vous le savez, ensuite un programme de formation, ensuite des techniques, et puis, ça a été défini par le souverain, une politique multidimensionnelle globale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du sécuritaire simplement, il faut en faire évidemment, mais il faut l'intégrer dans une démarche globale, multidimensionnelle, laquelle la prise en compte des facteurs socio-économiques, des programmes de déradicalisation. Il faut y ajouter des partenariats internationaux qui donnent des résultats tout à fait concluants. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a une politique, donc, comme on dit aujourd'hui, holistique, c'est-à-dire globale. Et ça, c'est important. Rôle pivot du Maroc, attesté par quoi? Attesté par le fait que son expérience, sa politique sont saluées à l'international. C'est connu, j'y reviens pas. Et le Maroc est coprésident du Forum mondial de lutte contre la mouvance djihadiste Daesh avec le Canada, c'est au niveau mondial. Et je vous rappelle qu'en mai 2022, il y a eu 80 pays qui étaient présents à Marrakech, précisément dans le cadre de cette coalition mondiale contre Daesh. Et le Maroc également copréside le groupe Afrique, qui est donc une expression de cette coalition. Donc voilà des éléments qui sont sécurisants et qui donnent à la politique antiterroriste du Maroc une exemplarité saluée à l'international. On enchaîne, professeur, avec cet autre modèle unique, exemplaire, de bonne coopération bilatérale et régionale, focus sur le partenariat entre le Maroc et l'Espagne, son voisin du Nord. Consécration de cette coopération exemplaire, l'opération Marhaba. Comment s'organise cette année la coordination maroco-espagnole ? Bien sûr, la coopération Maroc-Espagne, je vais y revenir, mais d'abord le phénomène Marhaba. C'est le seul pays. Eh oui, c'est un fait de société. C'est un phénomène dans les relations entre pays. Vous ne trouvez pas d'exemple de ce flux de citoyens des pays d'accueil vers les pays d'origine. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est un flux important qui est attesté par un certain nombre de chiffres. 2022, c'était 3,2 millions de nos concitoyens. C'était plus de 560 000 véhicules.
C'est extrêmement important. Donc, il y a là quelque chose de fantastique. Ça implique, c'est là où je rejoins votre question, évidemment, coopération avec le pays de départ, en l'occurrence, donc, et le pays d'arrivée. Sur ce plan-là, ça fonctionne bien, il faut le dire, ça fonctionne dans des conditions optimales. Des deux côtés, il y a des coordinations, il y a des mesures. C'est préparé depuis des mois. Ce sont des programmes qui sont préparés sur le plan logistique, sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, sur le plan accompagnement, information, etc. Et ça se passe dans des conditions optimales, cette fois-ci mieux que les autres années. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros effort qui a été fait par le Maroc avec 33 bateaux. 33 bateaux, ça a été annoncé par le ministre des Transports, relevant de 9 compagnies qui vont faire par semaine, tenez-vous bien, 538 traversées maritimes. C'est extrêmement important. Et une capacité par semaine de 500 000 passagers et 136 000 véhicules, sans oublier les prestations. Et je crois que c'est important. Dernier élément, je dis que c'était un fait de société. Pourquoi? Parce que l'opération Marhaba et le retour de nos concitoyens est un élément structurant et vivifiant de la cohésion sociale, ça entretient les liens et ça c'est quelque chose qu'il faut saluer. Je vous remercie, professeur Moustapha Sahimi, politologue, pour tous ces éclairages. Merci à vous. La première dame des États-Unis d'Amérique en visite dans le Royaume, Madame Jill Biden, s'est rendue aujourd'hui à la Médersa Ben Youssef, à l'ancienne médina de la Cité Ocre. Après son escale au cœur de ce site historique et architectural, la première dame des États-Unis a effectué une tournée au sein de l'association An-Nakhil, une structure qui a bénéficié du financement du programme de développement de l'agence américaine USAID. La première dame des États-Unis a salué à cette occasion le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI en faveur de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Amina Allam, Soukina El Hashimi, Fouad El Harash, Mu'tasim Bilal Bouzawi avec Iman Abou. La Médersa Ben Youssef, un des sites culturels, historiques et touristiques les plus attractifs de Marrakech. Ici, la première dame des États-Unis, Madame Jill Biden, découvre ce joyau architectural chargé d'histoire, situé au cœur de l'ancienne Médina. Des explications ont été fournies à Madame Biden sur les missions dévolues à cet édifice en tant que centre d'éducation islamique et d'apprentissage, axé essentiellement sur les études coraniques et les sciences islamiques. كانت زيارة هنا في مدرسة بن يوسف اللي la première dame ديال الولايات المتحدة الأمريكية. Lors de cette visite, la première dame des États-Unis s'est informée sur l'histoire de cet édifice construit sous le règne des Saadiens. La restauration de la Médersa a été rendue possible grâce à Sa Majesté le roi Mohammed VI qui en avait lancé en 2017 les travaux de restauration. Autre escale de la visite de la première dame des États-Unis, l'association An-Nakhil pour la femme et l'enfant. Le temps de prendre connaissance de ces programmes visant à apporter de l'assistance aux femmes et aux jeunes filles en situation difficile. Dans une allocution de circonstance, Madame Jill Biden s'est félicitée des relations de partenariat et d'amitié de longue date tissées avec le Royaume du Maroc, affirmant que le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, a toujours encouragé les réformes visant l'autonomisation des femmes et des jeunes, reflétant ainsi des priorités communes. We have never been silent. Women have been silenced. Pendant longtemps, les femmes se sont murées dans le silence. Bien souvent, elles y étaient contraintes. Elles ont fait l'objet de violences, de discrimination et de marginalisation. Mais malgré tout cela, les femmes ont continué à prendre soin de leur famille, une mission qui ne prend jamais fin. Pour de nombreuses femmes à travers le monde, le fait d'élever leur voix est en lui-même un combat. Mais quand on voit des femmes s'extraire de l'injustice et défendre leurs droits, nous nous rappelons d'une chose. Nous ne pouvons jamais éteindre la voix de la solidarité entre les femmes. Madame Jill Biden a également effectué une tournée à travers les différentes dépendances de cette structure qui a bénéficié d'un financement du programme de développement de l'agence américaine. L'USAID qui en septembre 2016 a alloué une enveloppe budgétaire de 500 000 $ à l'association An-Nakhil par le biais du fonds Local Works. Together,
Ensemble, nous construisons un partenariat solide pour prêter main forte aux femmes et aux jeunes au Maroc en vue de les aider à surmonter leurs difficultés. Nous sommes honorés de la visite de la première dame des États-Unis et de son combat mené dans ce sens. Nous nous trouvons au restaurant solidaire créé par l'association An-Nakhil dans l'objectif de renforcer les capacités des femmes et des jeunes filles de conditions modestes et d'un niveau de construction tout aussi modeste pour se prendre en charge et assurer des sources de revenus à elles et à leurs familles. Et par la même occasion, la première dame des États-Unis a rencontré des femmes parmi les bénéficiaires des différents programmes de formation professionnelle assurés par l'association An-Nakhil. À son agenda aussi, une visite à l'espace d'exposition de certains produits réalisés par ces femmes, notamment des produits du terroir, des produits cosmétiques et des articles de broderie et de couture. À présent, ce communiqué du département du chef du gouvernement est mis suite au rapport spécial du médiateur du Royaume du Maroc au sujet du débat suscité autour de l'examen d'aptitude pour l'exercice de la profession d'avocat, lequel comprend des propositions et recommandations constituant les conclusions de la médiation menée par l'institution du médiateur. À ce sujet, et je cite le communiqué, suite à ce rapport et aux consultations menées par le chef du gouvernement, notamment avec le ministre de la Justice, Abdeltef Wahbi, il a été décidé d'interagir positivement avec les recommandations et propositions formulées par le médiateur du Royaume, et ce en totale harmonie avec l'intérêt que le gouvernement accorde aux différentes doléances des usagers des administrations publiques reçues à travers l'institution du médiateur du Royaume, précise le communiqué. On enchaîne avec cette alerte météo. Prudence ce soir, de fortes averses orageuses sont attendues jusqu'à minuit dans les provinces de Midel, Tfigig, Boulmen, Azilal et Tinrir, avec des hauteurs prévues qui devront osciller entre 25 et 40 mm. Cap à présent sur la perle bleue, c'est bientôt l'effervescence à Saïdia où démarre bientôt la saison estivale. Populaire auprès des touristes étrangers mais également particulièrement prisée de nos éméreux, la station balnéaire se prépare à afficher des seuils de fréquentation records. Comment se prépare la saison estivale à Saïdia? Réponse dans ce reportage de Rachid Latabi et Maria Awad. Elle porte à merveille son appellation de perle bleue, Saïdia, et ses plages de rêve aux eaux azur, et ses complexes hôteliers dignes des 1001 nuits, attirent chaque année des touristes du monde entier. La saison touristique démarre en trombe à Saïdia. Nous accueillons des vacanciers du monde entier dans les différents complexes hôteliers de la région. Il y en a pour tous les goûts. Les palaces 5 étoiles remportent tous les suffrages car ils proposent à leur clientèle beaucoup d'activités. جيت للسعيدية pour passer les vacances مع mes parents. كتعجبني السعيدية بزاف. Nous sommes venus à Saïdia en famille pour passer des petites vacances. Non seulement la ville est magnifique et très agréable, mais notre hôtel est absolument somptueux. Il y a une plage privée, une immense piscine d'eau de mer. Je passe donc toutes mes journées à nager et à m'amuser. À Saïdia, le tourisme de la gastronomie est lui aussi en plein essor, avec des chefs qui rivalisent d'ingéniosité et de créativité pour faire connaître la cuisine marocaine aux étrangers, mais aussi la cuisine internationale aux touristes locaux. Le plat le plus apprécié par les touristes est sans aucun doute le couscous, mais aussi les tagines et la tangia. Nous essayons de diversifier nos plats afin de montrer toute la richesse de notre gastronomie. Ce que j'aime par-dessus tout à Saïdia, c'est que je peux me reposer tranquillement et bien manger. Vous savez, je suis un fin gourmet et j'aime me faire plaisir en dégustant de bons petits plats marocains, tout en découvrant la cuisine internationale. Visiter Saïdia, c'est s'octroyer une grande évasion dans une eau à 22 degrés, comme une immersion totale au cœur d'un rêve éveillé.
Ligue des champions africaine, la très attendue finale aller Wak Ahli, c'est ce soir. Dans quelques instants, les Rouges aspirent à taper fort avant la finale retour prévue le 11 juin dans le fief du Wak. Toutes les chances sont du côté du Wydad pour ce remake de la finale de la saison dernière, tournée à l'avantage de la formation marocaine tenante du 3e titre. Premier coup de sifflet pour cette manche allée vient d'être donné il y a quelques minutes depuis le stade international du Caire. Nous souhaitons bonne chance aux Rouges. Un peu plus loin des cours de tennis, la course est en fait à la capitale, Rabat, où a été donné ce matin le top départ du Peace Run, comprenait la course de la paix. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, cet événement sportif d'envergure internationale organisé à l'initiative des ambassades de Danemark et de Suisse, en partenariat avec la Fédération royale marocaine d'athlétisme, en est déjà à sa 5e édition. Adnan El-Harras, Zakaria Mokimbila. Et c'est parti pour la course de la paix à Rabat. Au départ de la Grande Poste, ils étaient des centaines à répondre présents à cet événement. Sportifs professionnels et débutants, jeunes, moins jeunes de différentes nationalités courent pour la paix et l'unité. Le parcours de 9,5 km passe par les principales artères de la capitale. Une expérience unique pour les coureurs, dont certains participent pour la première fois. Pour cette course, le parcours n'était pas très long. C'est surtout un défi personnel et une adhésion aux valeurs de paix. C'est un événement de paix. J'ai déjà participé à des courses à Thamsna, Casablanca ou Marrakech. C'est une bonne initiative d'organiser cette course. Il y a une bonne ambiance. Cette course était formidable parce que ça nous a permis de voir Rabat autrement, de courir ensemble, courir pour le plaisir, pas pour gagner. Et en même temps parce que c'était une course pour la bonne cause, c'est courir pour la paix et donc ça méritait le déplacement et ça méritait la participation. Du centre-ville, les coureurs sont passés devant le Parlement, la gare Rabat-Ville, avant de faire le tour de la Médina, le parc Nouzet Hassan et de revenir au point de départ. Une 5e édition de la course de la paix, initiée par les ambassades de Suisse et du Danemark. Nous avons plus que 1000 participants aujourd'hui dans cette belle ville du Rabat qui voudrait faire quelque chose pour la paix. C'était fantastique. Je cours depuis 50 ans et c'est la première fois que je participais. C'était vraiment un grand plaisir d'être ici, de faire les 10 km avec les collègues, avec le grand public de Rabat. Donc je félicite nos organisateurs. Le site est exceptionnel, cette ville de Rabat c'est une merveille, on traverse les siècles, on voit des bâtiments historiques multiséculaires, c'est magnifique. Et puis, très belle participation, beaucoup de Marocaines, beaucoup de Marocains, vraiment avec du plaisir de courir. D'édition en édition, la course de la paix célèbre la diversité culturelle et renforce les liens entre les communautés. Plus qu'une simple compétition, la course de la paix consacre le plaisir d'être ensemble, en dépit des différences de religion et de culture. Et nous arrivons déjà à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, le retour de l'information avec le journal La Raïsia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.